Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant en direct de l'hémicycle la séance de questions cribles. Alors les questions cribles, vous le savez, ce sont ces questions très précises que les sénateurs posent à un ministre. Le thème aujourd'hui, c'est la laïcité dans le milieu professionnel. Et les ministres présents, ce sont donc Michel Sapin, ministre du Travail, et Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation. On se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, la tentation que la rue prolonge l'espace d'État plutôt que de prolonger l'espace privé. Je rejoindrai donc les définitions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel et vous interrogerez, Monsieur le ministre ou Madame le ministre, sur le point soulevé par Monsieur Portier au travers de l'actualité. Concernant l'affaire Babilou, les juges du fond ont résisté à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Aussi, celle-ci devra siéger en assemblée plénière. Un arrêt fondamental est attendu sur ce point. Les Échos consacraient ces derniers jours un article à la société Paprec qui vient d'appliquer à une entreprise privée les concepts de laïcité auxquels l'État est soumis. Aussi, je vous demande si le gouvernement entend présenter un projet de loi pour réaffirmer le système consacré par nos juridictions. Il s'agirait d'un signal fort ou s'il souhaite modifier ce système pour que la rue, l'entreprise privée, prolonge l'espace d'État. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, Monsieur Marseille, vous avez rappelé un certain nombre des grands principes de la laïcité et la séparation qui existe entre l'espace privé et l'espace public. Il y a des endroits qui sont en quelque sorte au croisement des deux espaces. Vous parliez de la rue ou de l'entreprise. Et la question est alors de savoir comment on équilibre ces principes dans ces espaces qui sont en quelque sorte des espaces mixtes. Ça n'est pas vrai de tous les espaces de travail. Et comme vous le savez, il est des espaces de travail qui sont des services publics et qui, dès lors, sont 100% dans l'espace public et où les principes de laïcité, au sens où nous les entendons ici, s'appliquent évidemment dans toute leur force et aussi dans toute leur puissance. Aucun signe distinctif dans l'espace public, service public, ne peut faire une différence entre les uns et les autres. S'agissant de l'entreprise, puisqu'au fond, Babilou était en situation d'entreprise, d'espace privé de l'entreprise, mais au contact avec du public. La question est de savoir s'il était possible d'interdire catégoriquement, pour tous les personnels, le port de signes distinctifs, ou si, comme l'autorise le Code du travail, il était possible de le faire pour certaines catégories, par exemple celles qui étaient au contact avec le public. J'ai décrit là le sujet qui est le sujet juridiquement aujourd'hui porté devant les tribunaux, avec cet aller-retour que vous avez décrit. De mémoire, un conseil des prud'hommes qui a considéré que le licenciement pour port d'un signe distinctif était légitime, une cour d'appel qui avait confirmé ce jugement de première instance, la Cour de cassation qui a infirmé en considérant que le règlement intérieur lui-même était trop catégorique et trop général, puis une nouvelle cour d'appel, celle de Paris, qui s'est, dans le jargon, rebellée en reprenant la position première. La Cour de cassation devra, et je lui laisse bien entendu l'entière liberté, aboutir à une décision finale. Mais nous aurons à ce moment-là à en tirer les conclusions. Ma conviction, c'est qu'il existe aujourd'hui au sein du Code du travail et dans les entreprises des outils qui permettent de faire la différence, qui permettent de réglementer sans pourtant interdire de manière catégorique. Et c'est plutôt dans ce sens-là, me semble-t-il, que devrait aller le sens de l'histoire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Marseille. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Effectivement, nous allons attendre avec impatience cette décision qui fera date, sans nul doute, parce que c'est un sujet, à l'évidence, que beaucoup d'entreprises vont examiner parce qu'elles vont connaître ces difficultés-là. Je crois que c'est important que nos principes fondamentaux soient réaffirmés. Peut-être faudra-t-il malgré tout réaffirmer un certain nombre de points pour compléter les textes, parce qu'à l'évidence, le temps passe et parfois nos textes, compte tenu de la réalité des choses, méritent d'être adaptés. Et je dirais que c'est aussi un petit peu, malheureusement, un échec de notre système éducatif, parce que l'esprit de tolérance qui devrait être enseigné davantage dans les familles et dans l'école trouve là, malheureusement, ses limites. Et c'est la loi, c'est les juridictions qui sont amenées, j'allais dire, par-delà les familles, par-delà le système éducatif, à faire en sorte que cet esprit de tolérance puisse continuer à vivre dans notre pays. Merci. La parole est à Monsieur Claude Domézeil pour le groupe socialiste et apparenté.
Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre. En 2011, et plus précisément en 2 étapes, le 28 avril et le 31 mai, pour des raisons de contrainte d'agenda et d'organisation des débats, le Sénat a voté une résolution tendant à demander que soit organisée le 9 décembre de chaque année une journée de la laïcité. Les débats ont été riches, sereins, et cette sérénité est à l'image de ce qui caractérise la laïcité. Permettez-moi de citer une phrase qui me plaît beaucoup concernant la laïcité. La laïcité, c'est comme l'air qu'on respire sans s'en apercevoir. C'est vrai. Et on pourrait penser que sa banalité dispense d'en parler. Et pourtant, l'actualité nous incite à rappeler de temps en temps que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est pourquoi le groupe socialiste a, à mon initiative, proposé le vote d'une résolution demandant que la République française instaure une journée nationale de la laïcité le 9 décembre de chaque année, garante de la cohésion républicaine, journée non fériée et non chômée, à préciser, et permettant chaque année de faire le point, d'abord sur les différentes actions menées en la matière par les pouvoirs publics, et deuxièmement, d'être l'occasion de manifestations au sein du système associatif et éducatif. Dois-je préciser que cette proposition de résolution avait été également déposée par une de nos collègues du groupe UMP, Sophie Joissains, à peu près dans les mêmes termes, et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de souhaiter que notre collègue, Madame Joissains, retrouve totalement sa santé, puisqu'elle est retenue pour des raisons de santé à la suite d'un accident chez elle. Alors, vous savez, il ne s'agit pas de raviver les polémiques, bien au contraire. C'est un rappel de la tolérance et du vivre ensemble. Alors, Madame la Ministre, quelle réponse a donné ou donnera à cette résolution qui a été très largement votée ici au Sénat? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Domézel, Monsieur Valls aurait aimé répondre à votre question s'il n'avait pas été retenu dans une réunion avec ses homologues belges et néerlandais à l'heure qu'il est. Voilà, donc il m'a chargé de vous apporter la réponse à une question qui est au cœur des problématiques que le gouvernement suit de façon tout à fait favorable. Et je reprends d'ailleurs la belle définition que vous avez donnée et à laquelle le gouvernement donne plein accord, comme l'air que l'on respire sans s'en apercevoir. J'ai bien entendu votre vœu de cette résolution qui a été examinée à 2 reprises, le 28 avril et le 31 mai dernier, et qui est corrélée 2011, oui, j'ai bien entendu, pardonnez-moi, est corrélé par un avis du 19 novembre 2013, là je ne me trompe pas, donné par l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, qui avait émis une recommandation allant dans le même sens, sur la base des mêmes principes. Le gouvernement, au-delà de l'ensemble des pouvoirs publics qui sont à l'œuvre pour engager des actions de promotion de la laïcité, entend bien effectivement aller dans ce sens et veiller à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour faire comprendre ce qu'il y a derrière le mot laïcité, qui est plutôt la coexistence entre une séparation des églises et de l'État, une liberté totale d'exercice du culte. Tout cela, ce sont des notions qui sont bien retenues. Au plan territorial, chaque administration a vocation à relayer cette politique par l'intermédiaire des correspondants laïcité
qui ont été désignés dans chaque préfecture et à débattre de ces questions au sein des conférences départementales de la laïcité. Le 9 décembre, c'est la date anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, vous l'avez dit, est une belle occasion pour faire un bilan de ces actions de promotion. Mais cette journée ne doit en aucun cas faire oublier que la laïcité, c'est une action permanente et de terrain, une action de chaque jour. C'est quelque chose de très concret qu'il faut faire vivre véritablement au quotidien. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Domazel. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse qui répond tout à fait dans l'esprit qui avait été celui de la résolution. Et j'espère que le 9 décembre prochain, nous aurons une manifestation nationale, non pas départementale, mais au niveau national, pour qu'on marque cette journée du 9 décembre, qui est, comme vous l'avez rappelé, l'anniversaire de la séparation des églises et de l'État. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, Madame ou Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Composante majeure du pacte républicain, la laïcité exige de la rigueur intellectuelle à l'heure où elle est largement dévoyée, notamment par l'extrême droite qui a fait de sa conception de la laïcité un outil pour stigmatiser et alimenter les communautarismes. Alors, si le législateur se doit de participer à ce travail rigoureux, intellectuel, doit-il pour autant encore légiférer? La question est cruciale car dans ce domaine, le recours à la loi peut conduire à réglementer sans fin ou encore à déplacer le problème. Aussi, pour ne pas risquer de toucher à l'équilibre d'un corpus législatif déjà conséquent, nous devons bien, me semble-t-il, distinguer ce qui doit relever de la loi, du débat politique, voire du débat philosophique. C'est suite à la publication en mars 2013 de 2 arrêts de la Cour de cassation que des voix se sont élevées pour demander aux législateurs de légiférer. Parmi ces voix, celle du défenseur des droits qui a demandé une clarification de la loi sur la laïcité, estimant que le parcours judiciaire de l'affaire dite Bébilou illustre des difficultés d'interprétation des textes. En sens inverse, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a adopté un avis sur la laïcité le 2 octobre 2013, invitant à ne pas renforcer un arsenal législatif déjà riche, mais à lutter avant tout contre toute ignorance laïque. Clarification de la loi par le débat, pourquoi pas, mais, je le répète, doit-on légiférer? Le droit est clair. L'obligation de neutralité ne peut s'imposer que si l'activité prise en charge par la personne privée est une activité de service public. La neutralité ne doit s'imposer qu'aux personnes, publiques ou privées, exerçant une mission de service public. Si des difficultés apparaissent aujourd'hui dans certaines entreprises de droit privé, c'est parce que les frontières entre service public et privé deviennent floues. En effet, d'une part, la puissance publique délègue de plus en plus la gestion et l'exploitation des activités relevant du service public à des personnes privées, et d'autre part, il y a aussi défaillance de l'État en matière de développement et de modernisation de services publics. Alors je répète, doit-on clarifier ou redéfinir les critères permettant de déterminer ce qui relève du service public et ou de l'intérêt général? Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, mais je pense aussi qu'elles ne trouveront pas de réponse simplement au détour d'une séance de questions cribles. Nous avons besoin, me semble-t-il, d'un débat approfondi et rigoureux, pour le coup, bien sûr, bien éloigné, me semble-t-il, enfin en tout cas, c'est ce que je souhaiterais, bien éloigné des stéréotypes ou des raccourcis qui sont souvent stigmatisants. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente Assassi. Vous avez contribué au débat plus que vous n'avez souhaité y répondre sur un sujet qui évidemment est délicat et pour lequel il faut manier les choses avec beaucoup de subtilité. Je voudrais juste rappeler, me semble-t-il, une phrase de Briand, alors pas ici, c'était à l'Assemblée nationale car il était député au moment du débat de 1905. Il était un fervent défenseur de cette loi de 1905 et qui disait, je crois de mémoire, il faut dans un débat comme celui-ci avoir du sang-froid et résister à la surenchère. Car la laïcité, c'est le sang-froid. La laïcité, c'est l'apaisement. Il faut trouver des solutions, mais qui soient des solutions
d'apaisement et non pas des solutions qui opposeraient. Vous avez parfaitement décrit aujourd'hui l'état de la question juridique. J'attendrai donc, sur Babilou en particulier, que la Cour de cassation, pour la dernière fois, après un aller-retour entre deux cours d'appel, puisse dire à son avis le droit aujourd'hui. Et c'est au vu de ce droit que nous verrons s'il est besoin de le faire évoluer dans les textes. Pour ma part, je rappelle à chaque fois les termes du Code du travail. Les termes du Code du travail qui, je le cite, dit « les restrictions à la liberté religieuse », donc les restrictions peuvent exister dans le cadre d'une entreprise privée, indépendamment bien entendu du service public qui, lui, est couvert par le principe de neutralité. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, par répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et doit être proportionnée au but recherché. Il est donc aujourd'hui possible d'interdire dans l'entreprise le port de signes distinctifs, par exemple, s'ils mettent en cause la sécurité par rapport à la proximité d'une machine, ou si le poste en question est un contact avec de très jeunes enfants ou des gens influençables, auquel cas il est possible, sur un point précis, d'interdire ce port-là sans pour autant se mettre dans une situation contraire à la loi. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu de connaissance de la loi et des modalités de mise en œuvre de la loi qui peuvent permettre peut-être de répondre à la très juste problématique que vous avez posée dans votre question. Merci. Madame la Présidente Assassi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, parce que votre réponse me satisfait pour une bonne partie, parce que c'est vrai que le sujet est un beau sujet. La laïcité, mais il est d'autant beau que aujourd'hui la laïcité, je l'ai dit, est en difficulté et notamment par des forces extrêmes, mais elle est aussi en difficulté parce qu'il me semble que celles et ceux qui y sont attachés sont peu mobilisés pour réaffirmer aujourd'hui qu'elle est une composante majeure, comme je l'ai dit, de notre pacte républicain. C'est pourquoi il me semblerait que notre Haute Assemblée pourrait se voir confier une mission pour justement, avec la rigueur qui est la sienne et que l'on reconnaît, évoquer la laïcité dans toutes les actions qui peuvent permettre l'affirmation de la citoyenneté. Je pense que par les temps qui courent, ce serait une belle chose. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2004-2005, Jean Bobéro, spécialiste de la laïcité, rédigeait une déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle, qui énonçait 3 principes fondamentaux. La liberté de conscience comme liberté publique, l'autonomie de l'État et des institutions publiques à l'égard de toute religion et conviction et l'égalité dans l'exercice des droits. Il définissait la laïcité comme l'harmonisation de ces 3 principes. Après avoir raconté la séparation des églises et de l'État d'une manière uniquement conflictuelle, écrit Jean Bobéro, le discours social dominant effectue un virage à 180 degrés lors du centenaire de la loi en 2005. On insiste maintenant sur son irénisme. Fin de citation. De la promulgation d'une loi visant à soustraire l'État à toute ingérence du pouvoir des églises et à permettre un vivre ensemble respectueux de la religion de l'autre, on est passé au culte d'un concept susceptible de régler tous les problèmes de la République et de rassembler tous les déçus de ses valeurs. Une forme d'intégrisme, et je mets intégrisme entre guillemets, laïque, s'est trouvée ainsi relayée par une certaine vulgate républicaine qui cherche à enfermer la France dans un schéma binaire, avec d'un côté ses partisans érigés en bons français et les autres, au premier plan les musulmans, stigmatisés comme a priori rétifs à cette nouvelle religion qui est devenue la laïcité pour d'aucuns. La machine à exclure est en marche, or la laïcité, ce devrait être l'inclusion. Au-delà de la neutralité impérative des services publics, on est venu à exiger cette neutralité dans l'espace public lui-même, voire pour certaines missions de service public pourtant assurées par le privé ou simplement des nounous de nos enfants. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Serait-il vraiment sage que l'État en arrive à dicter les principes d'une laïcité abstraite à l'entreprise privée elle-même, quand cette dernière semble parfois gérer beaucoup mieux la question religieuse, et ce, sans fracas
ni vaine polémique. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, merci pour cette question. Je répondrai principalement à la fin de votre question, mais je serais peut-être d'accord avec vous pour dire qu'il ne peut pas y avoir de culte de la laïcité. Je pense même que ce sont des mots qui sont antinomiques. Et il ne peut pas, un oxymore, vous avez raison, monsieur le sénateur spécialiste de ces questions, et des mots de manière générale, MOTS. Mais, je pense qu'il faut parfois parler avec le sourire d'un sujet extrêmement sérieux, qui est celui de la laïcité. De même que je ne peux pas comprendre qu'il puisse y avoir laïcité et intégrisme. L'intégrisme dans la laïcité, ce deux mots qui s'opposent totalement et intégralement. Donc la laïcité, c'est l'apaisement. La laïcité, c'est le respect de l'autre. Et c'est le respect de l'autre dans la vie publique, avec l'impératif de la neutralité du fonctionnement de cette vie publique, mais c'est le respect de l'autre aussi dans la sphère privée. Vous me parliez de l'entreprise privée. Je crois avoir déjà répondu à un certain nombre d'aspects. Le Code du travail prévoit la possibilité de restreindre la liberté religieuse ou l'affichage de son sentiment religieux, de sa croyance religieuse, en fonction de raisons qui sont suffisamment ciblées. Ça ne peut pas être général, ça ne peut pas être catégorique, mais c'est possible. Je voudrais insister sur le fait que, comme cela a été cité, je crois par vous-même, Monsieur Marseille, des avis ont déjà été rendus. Et je voudrais en particulier insister sur un code de bonne conduite, le guide de la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée, qui a été édicté à l'automne dernier par l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire de la laïcité, et qui a fait un excellent guide, et qui est un excellent document d'information pour permettre aux entreprises, aux chefs d'entreprise ou aux ressources humaines, à ceux qui sont chargés de la gestion du personnel, des conflits qui peuvent exister, de s'inspirer d'un certain nombre de bonnes pratiques. Parce que oui, dans l'entreprise privée, à beaucoup d'endroits, ces problèmes-là ont trouvé une solution respectueuse de chacun. Comme toujours, on voit les cas qui font problème, qui font débat. Je pense à Babylou, et c'est un vrai débat, mais beaucoup d'autres entreprises ont résolu ce problème par le débat, par la discussion et par le dialogue. C'est ce à quoi j'inciterai chacun. Merci, Monsieur le ministre. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le ministre. Comme vous le voyez, vous le savez, d'après ce que j'ai lu, que je suis pour une laïcité harmonieuse et pas une laïcité qui friserait une certaine religiosité dans son application. C'est vrai que j'ai lu le texte dont vous avez parlé, puisque je m'en suis inspirée. Néanmoins, il serait aussi opportun de prendre en considération que la laïcité peut être gérée dans l'entreprise privée. Et mon souhait serait, Monsieur le ministre, que les discriminations aussi soient gérées avec autant d'habileté dans le privé. D'ailleurs, j'avais fait une proposition de loi avec laquelle vous n'étiez pas d'accord sur l'action de groupe en matière de discrimination. Il serait temps qu'on réfléchisse également au problème de la discrimination dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Éducation, mais je suis ravie de voir que Madame la ministre Anne-Marie Escoffier me répondra. Au cours de sa première année de travail, l'Observatoire de la laïcité, au sein duquel j'ai l'honneur de représenter le Sénat, aux côtés de notre collègue René Garrec, a lancé plusieurs chantiers. Qu'il s'agisse de son application dans les collectivités ou du fait religieux dans l'entreprise, mais j'ai préféré revenir sur le premier lieu où se vit cette valeur chère aux radicaux, l'école de la République. L'Observatoire a participé à la rédaction de la Charte de la laïcité à l'école. Composée de 15 articles, cette charte n'a pas pour unique vocation d'être affichée dans chaque établissement. Elle doit servir de support éducatif afin de transmettre aux élèves une laïcité qui rassemble autour des valeurs de notre République, en tenant à l'écart de l'école publique toute forme de communautarisme et de prosélytisme. Pour ce faire, un outil pédagogique a été mis à la disposition des enseignants, afin que la charte soit comprise par les élèves. Aujourd'hui, près de 6 mois après son dévoilement, il serait utile de connaître le premier bilan de l'application de la charte au sein des établissements scolaires.
Cette initiative ne saurait être appréhendée sans prendre en compte l'introduction d'un enseignement laïque de la morale prévu à partir de la rentrée de septembre 2015. Cet ensemble constitue la pierre angulaire de la refondation de l'école que les radicaux ont soutenue avec force et conviction. La formation à l'enseignement de la morale laïque auprès du personnel éducatif est primordiale. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous informer du niveau de préparation des enseignants en vue de l'instauration de l'enseignement civique et moral? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Françoise Laborde, je suis sûre que Vincent Peillon aurait été heureux parce que vous connaissez ses convictions en matière de laïcité et lorsqu'il a demandé à ce que la charte de la laïcité soit affichée dans tous les établissements scolaires, c'était une véritable volonté, une détermination qui a d'ailleurs été partagée avec l'Observatoire dont vous avez rappelé que vous en faisiez partie. Je voudrais reprendre certains des mots qui sont ceux du ministre de l'Éducation nationale, qui entend bien que soit dispensé un ensemble de connaissances et de réflexions sur les valeurs, les principes, les règles qui permettent dans la République de vivre ensemble. C'est le socle de ces valeurs qui, en fait, fondent notre République, comme vous l'avez dit. C'est aussi pour nos établissements scolaires et pour nos élèves la capacité à former le sujet moral, à acquérir un jugement. Et il s'agit d'aider aujourd'hui les enfants à réfléchir. Aussi, en termes de programme, d'abord, le ministre de l'Éducation nationale a fixé un calendrier de remise des travaux du Conseil supérieur de programme qui a été institué, vous le savez, par la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013. Selon ce calendrier de remise des travaux, le ministre a demandé qu'une nouvelle définition du socle commun des connaissances, des compétences et de la culture et des programmes d'enseignement moral et civique soit fixé. Et les travaux doivent être remis dès ce printemps 2014. Donc très vite, vous en aurez connaissance. En matière de formation, puisque vous interrogiez le ministre sur la formation des maîtres, aujourd'hui, le Code de l'éducation nationale a été complété par cette même loi du 8 juillet 2013 qui précise que le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité, par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent. Il favorise la coopération entre les élèves. Il y a donc là tout un plan de formation continue qui est en cours et qui doit d'ailleurs se mettre en place maintenant très rapidement. Et dans le cadre de la formation initiale, ce que vous vouliez savoir, des actions de formation sont conduites par les écoles supérieures du professorat de l'éducation et soutenues par les services aussi bien de l'enseignement supérieur que de l'enseignement scolaire. Merci. Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie donc pour votre réponse. J'ai envie aussi de rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue Daumézelle, parce que je pense qu'il faut profiter aussi de la journée du 9 décembre pour que dans tous les établissements scolaires, on puisse avoir des débats, des échanges entre élèves et professeurs ou intervenants extérieurs. J'ai aussi envie de vous dire que je suis contente d'entendre vos propos sur la formation initiale, mais j'ai eu l'opportunité de participer à une journée de formation continue sur la laïcité proposée donc par les services de l'inspection académique à laquelle j'appartiens. Et le succès rencontré par cette journée a été à la hauteur de la fréquentation et révélateur de l'intérêt des personnels de l'éducation nationale, mais aussi de leurs besoins. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Roger Carucci pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, la laïcité, c'est un bien beau principe, mais contrairement à ce qu'on dit et à ce que j'ai entendu, je ne crois pas que ce soit l'air qu'on respire. Bien des États démocratiques ne sont pas des États laïques. Bien des États autour de nous, en Europe ou dans le monde anglo-saxon, sont des États extrêmement libres, extrêmement démocratiques et n'ont rien de laïque. Par conséquent, c'est quelque part une spécificité, pas uniquement, mais une spécificité française. Alors, ma seule question, elle serait de dire au gouvernement, au-delà des questions, sphère publique, sphère privée,
quelle est votre conception de la laïcité? Je ne crois pas que la laïcité soit seulement, je l'ai dit, l'air qu'on respire. Je pense qu'elle est définie, heure à heure, jour à jour, en fonction des évolutions politiques, publiques, privées. On assiste depuis quelques années à une résurgence des religions, des forces religieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contre la laïcité. Ça veut dire que l'État doit avoir une réflexion sur l'évolution de la laïcité. Quelle laïcité voulons-nous? La laïcité du début du XXe siècle, combative à l'égard des religions qui, à l'époque, tenaient trop l'État? Ou bien une laïcité sereine, une laïcité positive, une laïcité qui consiste à dire l'État, c'est autre chose. Il y a les religions, il y a les morales, il y a les philosophies et il y a l'État. Et l'État, c'est autre chose, c'est au-dessus de tout ça. Et je crois qu'il y a un vrai débat dans ce que l'on dit, que ce soit dans l'école, que ce soit dans l'entreprise. Et ce que je voudrais comprendre, c'est vraiment quelle est la vision, s'il y a une vision globale du gouvernement sur cette question de la laïcité. J'ai regardé, j'ai lu l'ouvrage de M. Payon de 2010 sur Ferdinand Buisson, excellent président du Conseil de la Troisième République, mais où il dit « la laïcité, c'est une religion d'État ». Pardon de vous dire, ce n'est pas ma conviction. Une religion d'État, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, en la matière, quelle est la vision, non pas de vous-même personnellement, mais quelle est la vision du gouvernement sur la laïcité? Merci, Monsieur le Ministre. En 2 minutes, sur un débat qui anime notre pays depuis un siècle et demi, l'art est difficile, même si vous avez commencé en posant les questions et pas en répondant à ces questions. Et vos réponses seraient aussi intéressantes, monsieur le sénateur Carucci. Dois-je essayer à partir de là de donner quelques éléments de réponse? Je ne sais pas si c'est l'air que l'on respire, mais c'est en tous les cas l'air que l'on respire sur notre territoire. Quand cette expression est utilisée, cela veut dire qu'au fond, la laïcité est consubstantielle à notre manière, à nous, de concevoir le vivre ensemble. Dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres éléments qui sont le cœur du vivre ensemble. Chez nous, c'est le cœur du vivre ensemble. Et la laïcité, cela a été dit, rappelé par les uns et par les autres, par rapport à la religion. Ce n'est pas qu'une question par rapport à la religion ou aux religions, mais on voit bien que ce sujet est aujourd'hui extrêmement présent, comme il a été extrêmement présent au début de l'affirmation républicaine de la laïcité. La laïcité, ça n'est pas la négation des religions, c'est la reconnaissance de toutes, c'est le respect de toutes. Il n'y en a pas une qui s'impose aux autres, c'est le respect de toutes les religions. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les religions. Il n'y aurait pas la bonne religion qui devrait être respectée par la laïcité et celle qui ne devrait pas être respectée. Il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de discrimination entre les religions. Le respect doit être le même, à condition évidemment que l'exercice de ces religions se fasse dans des conditions compatibles avec les principes de la République et les principes de la laïcité. Voilà, me semble-t-il, en quelques mots, sur des débats extrêmement lourds, difficiles, subtils, l'esprit dans lequel nous nous plaçons, y compris lorsqu'il s'agit de savoir s'il faut légiférer ou pas légiférer. Et à ce stade-là, je pense que ce qui a été utilisé comme méthode, l'Observatoire de la laïcité, qui a conclu qu'il n'était pas nécessaire, à ce stade, nous verrons ce que dira la Cour de cassation, de légiférer, mais qui a pensé qu'il fallait qu'il y ait un guide, une manière d'aider chacun à aborder ses difficultés. Parce qu'au fond, c'est assez simple ici de dire quels sont les principes. C'est parfois beaucoup plus compliqué lorsqu'on est au contact, quand on est dans la réalité elle-même, dans un service public comme dans une entreprise. Donc aider chacun à surmonter ses difficultés en s'inspirant des grands principes qui, me semble-t-il, peuvent nous réunir, voilà l'esprit dans lequel le gouvernement travaille. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Carucci. Très brièvement, Monsieur le Président, moi je pense qu'effectivement le respect des convictions de chacun, c'est la base, parce que sinon c'est plus possible. Et l'État et la République est là pour permettre à chacun d'avoir ses convictions, sa pratique, tant qu'elle respecte naturellement les règles et les lois de la République. Et puis, je vais vous faire une proposition, non pas de journée de la laïcité. Je ne suis pas convaincu qu'il faille multiplier, les journées sur tous les thèmes. Mais le Parlement est quand même un lieu où, après tout, parler de République et de laïcité, ce ne serait pas non plus absurde. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour un grand débat sur la République et la laïcité à l'Assemblée nationale et au Sénat? On donnerait à nos concitoyens l'image d'un Parlement qui regarde comment ils vivent, ce qu'ils vivent
et comment on peut faire pour le vivre ensemble. Merci. La parole est à Madame Delphine Bataille pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre. Après plusieurs siècles en France de lutte religieuse et idéologique, la laïcité est devenue une valeur fondatrice de notre identité républicaine. Selon Jean Jaurès, démocratie et laïcité sont deux termes identiques. Clé de voûte de l'édifice républicain, la laïcité qui garantit la liberté et l'égalité de tous les citoyens reste aujourd'hui au cœur du débat de société et son affirmation est plus que jamais fondamentale. La laïcité est en effet menacée d'un côté par les replis identitaires et communautaires favorisés par un contexte de crise économique et sociale et de l'autre par l'extrême droite et les mouvements populistes qui la manipulent et l'instrumentalisent. Par ailleurs, la puissance publique, réforme après réforme, a provoqué des dérives du principe de laïcité qui fait actuellement l'objet d'une surexposition et d'un traitement souvent partial des médias. Sous le quinquennat précédent, les plus hautes autorités n'avaient pas hésité à remettre en question la neutralité de l'État et le consensus républicain autour de la laïcité. Certains groupes minoritaires se sentent aujourd'hui autorisés à s'en prendre à l'école de la République, d'autres s'attaquent à la neutralité religieuse de la République jusque dans l'entreprise. L'affichage d'une charte de la laïcité dans les écoles ainsi que l'installation de l'Observatoire de la laïcité, ça a été rappelé, constituent de bonnes réponses à cette idéologie de l'obscurantisme. Néanmoins, la laïcité reste bafouée au quotidien. Prières adressées par des sportifs dans des stades, programmation de messes dans le calendrier des cérémonies de commémoration nationale, port de plus en plus fréquent du voile dans des espaces publics, octroi de subventions par des collectivités à des associations développant une idéologie religieuse, parité des financements publics entre écoles publiques et écoles privées, etc. Dans ce contexte, Madame la Ministre, le gouvernement proposera-t-il de fixer un cadre législatif précis respectant le principe de laïcité en développant l'information et la formation sur les règles de droit et la gestion des situations concrètes relevant du fait religieux? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice. Je réponds, mais évidemment, Madame la Ministre aurait pu le faire à ma place sur des sujets comme ceux-ci qui nous réunissent et qui font vraiment le cœur de notre conviction. La laïcité, ce sont à la fois des principes, nous en avons parlé rapidement, mais au fond, on peut se retrouver autour de ces principes. Et c'est ensuite la mise en œuvre de ces principes. Et c'est souvent la question de la mise en œuvre elle-même qui est la plus délicate. Parce que la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs, elle n'a pas besoin d'être tolérante, harmonieuse. Elle est laïcité. Mais elle est un équilibre. Elle est un équilibre délicat entre ce qui est la sphère publique, les principes de neutralité et le respect des convictions individuelles de chacun, y compris des convictions religieuses. D'où, et je retiens cet aspect-là de votre question, et c'est pour ça que j'y réponds, la nécessité d'informer à la fois sur les principes eux-mêmes, mais aussi d'informer sur la manière de surmonter les difficultés quand une difficulté dans cet équilibre au sein de la laïcité peut apparaître. C'est vrai, évidemment, dans l'école, d'où la nécessité d'une information à la fois des jeunes, mais aussi des professeurs, des équipes, pour régler les difficultés quand ces difficultés peuvent apparaître. C'est vrai aussi dans l'entreprise. Et je veux redire ici l'importance que le gouvernement accorde à la fois à l'Observatoire de la laïcité, auquel vous avez fait vous aussi allusion, que vous avez nommé, et à ce guide de la laïcité dans l'entreprise que, vous le savez bien, Madame la sénatrice, puisque vous faites partie de l'Observatoire de la laïcité, que cet observatoire a édité et qui est un très bon document, un excellent document qui redit les principes, mais qui redit aussi la manière de surmonter les difficultés dans l'entreprise. Oui, dans une entreprise, on peut porter sur soi un signe distinctif. C'est le principe, mais pas dans n'importe quelle condition. Pas à n'importe quel poste. En tous les cas, l'entreprise a le droit de réglementer ce port-là. Donc je vous renvoie à ces documents. L'information, ce sera le meilleur moyen de faire en sorte que les grands principes puissent être respectés dans la vraie vie, celle de chacun de nos concitoyens. Merci. Madame Bataille. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'entends bien votre souhait de développer l'information. J'y avais même ajouté la formation. Alors, vous avez fait référence, comme beaucoup d'entre nous, à l'Observatoire de la laïcité, qui estime du reste, comme le Conseil économique, social et environnemental,
que le cadre juridique actuel doit permettre de régler l'ensemble des situations existantes. Pour autant, certaines des orientations de cet observatoire sont contestées par certains de ses membres. Et on voit bien que ce cadre suffit bien difficilement à répondre à des situations de la vie de tous les jours. Donc les faits que j'ai mentionnés, comme la récente assignation de Charlie Hebdo pour délit de blasphème ou le contexte des décisions judiciaires dans l'affaire Babylou, sont de nature à inquiéter et à donner une interprétation erronée, voire un détournement du principe de laïcité. Alors les tentatives de légiférer ont été trop souvent vouées à l'échec et elles ont de ce fait fait le jeu des adversaires de la République. Il n'en reste pas moins, je crois, que notre pays tout entier, au-delà de son école, a besoin, pour garantir la liberté de conscience de tous dans toutes les situations, d'un cadre législatif clair permettant d'éviter les atermoiements en matière de laïcité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur André Reichardt pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 29 janvier dernier, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Jean-Jacques Candelier. Elle vise à étendre la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 sur l'ensemble du territoire national et donc à abroger notamment le droit local des cultes en vigueur en Alsace-Moselle. Or, celui-ci institue pour les cultes concordataires des statuts juridiques particuliers avec des droits et des obligations pour ces cultes et pour l'État. Il garantit, dans le respect de la neutralité religieuse de l'État, une pleine liberté à tous les cultes et permet de prendre en compte les besoins de tous ces cultes. Il assure une complète séparation de l'État et de l'Église. Il permet des relations de confiance et de collaboration entre l'État et les cultes et de bonne entente entre les cultes. Le droit local des cultes a traversé toutes les épreuves de l'histoire, de 1870 à nos jours. La seule période où il a été supprimé a été pendant l'annexion de fait des 3 départements de l'Est par l'Allemagne nazie, l'ordonnance de 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine et les constituants de 1946 et 1958 assurant le maintien de ce droit particulier auquel les populations locales sont très attachées. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 février 2013, a d'ailleurs jugé que le droit local des cultes était conforme à la Constitution de 1958. Nous, Alsaciens et Mosellans, nous considérons que l'Alsace-Moselle est tout aussi laïque que les autres départements français, même si la mise en œuvre de ce principe connaît chez nous des modalités originales. Ce droit local a montré sa souplesse dans la période récente en contribuant à une bonne intégration de nos compatriotes de confession musulmane grâce à la possibilité pour les collectivités territoriales de soutenir financièrement la construction de lieux de culte et de créer même des cimetières confessionnels musulmans. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer que votre gouvernement, comme les précédents, est fermement attaché au maintien du droit local des cultes et, de manière générale, aux divers aspects de la législation territoriale applicable en Alsace-Moselle? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué ce droit local mosellan-alsacien et je voudrais vous rassurer par rapport à l'inquiétude que vous avez manifestée. Le Concordat, vous l'avez rappelé, est le fruit d'une histoire tragique, celle des territoires alsaciens et mosellans. Et comme l'ensemble du droit local, il marque un moment historique aujourd'hui dans notre République qui doit être ménagé et respecté. Le Concordat reste au cœur du particularisme alsacien et mosellan et l'État n'entend pas le remettre en cause. L'État n'entend pas le remettre en cause. Cette position a été confortée, vous évoquiez tout à l'heure l'avis de la jurisprudence constitutionnelle et le Conseil constitutionnel a donné rang constitutionnel au principe de séparation des églises et de l'État et c'est important parce que c'est la première fois que ça a pu être dit avec autant de force et qu'a été reconnue la conformité à notre Constitution de l'exception historique d'Alsace et de la Moselle. Le principe et son exception territoriale sont donc désormais pleinement consacrés et stables. C'était le vœu du gouvernement.
conformément aux engagements que le président de la République lui-même a pris lors de sa campagne présidentielle. Je voudrais rappeler que le Concordat n'abolit absolument pas le principe de laïcité en Alsace et en Moselle. Dans ces départements, comme sur l'ensemble du territoire de la République, l'État est neutre, indépendant de toute emprise, et le libre exercice du culte est total. L'organisation des cultes est différente. Certains cultes bénéficient d'avantages figés par l'histoire, d'autres moins. Les régions concordataires sont des régions de tolérance où règne un dialogue de qualité entre les représentants des grandes confessions pratiquées en France, et rien ne justifie aujourd'hui que ces équilibres soient remis en question. J'espère que vous voilà pleinement rassurés. Merci. Monsieur Richard. Merci, Madame la Ministre, pour cette déclaration tout à fait claire. La proposition de Monsieur le député Candelier a en effet eu l'heure de choquer les représentants des religions concordataires des 3 départements de l'Est. Celles-ci ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles une proposition de cet ordre était déposée aujourd'hui, alors même que, je l'ai dit, nos départements connaissent une laïcité apaisée qui se confond sans difficulté avec les respects de toutes les religions. Ils ont souhaité avoir une assurance que cette initiative individuelle d'un parlementaire ne prospérera pas dans la procédure parlementaire et n'aura pas le soutien de gouvernement. Quant à moi, vous me permettrez de simplement rappeler que toute modification de la législation locale a toujours eu pour principe de se faire en lien étroit avec les parlementaires des départements concernés, et certainement pas à l'initiative d'un parlementaire, aussi honorable soit-il, d'une autre région, appartenant qui plus est à un courant de pensée qui n'est pas majoritaire chez nous, loin s'en faut. Je vous remercie une nouvelle fois de cette déclaration sans ambiguïté. Merci. La parole est à Madame Catherine Génisson pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite interroger Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sur le sujet très important de la laïcité à l'école d'une manière générale et plus particulièrement sur le devenir de l'expérimentation des ABCD de l'égalité qui, je le rappelle, ont pour objectif de transmettre dès le plus jeune âge la culture de l'égalité et du respect entre les filles et les garçons, et je dis bien entre les filles et les garçons, soyons clairs. La laïcité à l'école garantit l'égalité de traitement de tous les élèves et l'égale dignité de tous les citoyens. La laïcité refuse toutes les intolérances, elle est le fondement du respect mutuel et de la fraternité. La laïcité n'est pas une entrave à la liberté, mais au contraire la condition de sa réalisation. C'est aux enseignants qu'il appartient de transmettre les valeurs laïques contenues dans la charte de la laïcité, voulue par Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Charte affichée, cela a été rappelé, dans tous les établissements scolaires depuis la dernière rentrée de septembre. C'est aux enseignants qu'il appartient de transmettre les valeurs de la République, de bâtir de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Il faut accompagner les élèves dans leur devenir de citoyens sans blesser aucune conscience. Dans la charte de la laïcité à l'école, il est écrit « La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. » La laïcité est une valeur positive d'émancipation et les ABCD de l'égalité en sont une parfaite illustration avec les expérimentations menées dans 10 académies, plus de 600 classes pour transmettre dès le plus jeune âge la culture de l'égalité et du respect entre les filles et les garçons. La transmission des valeurs d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, constitue une des missions essentielles de l'école réaffirmée dans la loi du 8 juillet 2013 de refondation de l'école, de la République et de la charte de la laïcité. Les inégalités scolaires et d'orientation déterminent trop souvent celles que l'on retrouve dans les carrières professionnelles des hommes et des femmes. Ces expérimentations des ABCD de l'égalité sont donc primordiales et si elles avaient eu lieu plus précocement il y a quelques années, provoquant ainsi une prise de conscience de la société face à des inégalités filles-garçons, hommes-femmes inacceptables, peut-être que les femmes seraient plus nombreuses au sein même de cet hémicycle. Je souhaite donc, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que vous nous fassiez un point d'étape sur les expérimentations des ABCD de l'égalité, expérimentation primordiale pour le faire advenir enfin une égalité réelle filles-garçons, femmes-hommes. Pouvez-vous d'ores et déjà nous informer des premiers résultats des évaluations des expérimentations et quelles sont les évolutions à attendre pour la rentrée de septembre 2014 ? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je ne vais pas revenir sur cette charte qui a été affichée dans les établissements scolaires et qui est fondamentale, et vous l'avez redit très bien dans le cadre de la question que vous avez posée. Je veux en venir directement à ces ABCD, si vous voulez bien, sur lesquels vous portez votre question, j'allais dire, essentielle. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la culture de l'égalité soit vraiment inscrite dans nos établissements scolaires. Elle fait partie de nos valeurs républicaines. Les ABCD, ce n'est en aucun cas, comme on a pu en faire la caricature, une éducation sexuelle. Ça n'est en aucun cas une quelconque théorie du genre. Ce sont de vraies séances et de vraies séquences de cours normales qui permettent de faire réfléchir les enfants à l'égalité et au respect mutuel. Je pense que là, ce sont des mots forts et qu'il nous plaît à entendre par rapport à tout ce qui a pu être dit par ailleurs. Donc, pas de caricature. Nous sommes là véritablement pour permettre d'interroger les enfants sur leur représentation à travers des situations d'apprentissage dans des domaines qu'ils connaissent, mais qu'ils ne connaissent pas toujours aussi bien qu'il le faut et qui peut les aider à mieux entrer dans la vie professionnelle et dans l'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, et vous l'avez dit, Madame la sénatrice, il y a un ensemble d'expérimentations qui ont été faites, en particulier dans 10 académies volontaires. Et aujourd'hui, ces expérimentations donnent lieu à une évaluation qui a été demandée à l'Inspection générale de l'éducation nationale, qui doit remettre ses conclusions, mais des conclusions, et il faut quand même juste un peu de temps pour que nous puissions y parvenir. Les retours de terrain, aujourd'hui, sur les référents égalité, ne nous sont pas revenus pleinement. Les inspecteurs d'académie, directeurs académiques de services de l'éducation nationale, sont totalement mobilisés sur les retours d'expérience. Et dès qu'évidemment ils seront dans les mains du ministre de l'Éducation nationale, il nous le fera savoir, je le lui dirai, je le confirmerai, mais c'est un point essentiel, mais je crois que nous avons repris des mots essentiels, vous et moi. Merci Madame la Ministre. Madame Génisson. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Nous attendrons les conclusions émanant du ministère de l'Éducation nationale et je vous remercie pour la clarté, la clarification peut-être encore nécessaire à apporter que vous avez apporté comme je l'avais fait dans ma question sur le sujet de l'égalité entre les filles et les garçons, tout simplement, mais de façon essentielle. Terminé avec les séances de questions cribles thématiques. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relative à la formation professionnelle. Voilà, vous avez donc pu suivre la séance de questions cribles, des questions cribles consacrées à la laïcité dans le monde du travail. On en reparle ce soir dans 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard.